Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast préféré. Nous sommes le 23 juin au moment de cet enregistrement. Solstice d'été au Québec, à Québec, il fait beau. Hein? Sortie en terrasse, c'est ce qui est prévu. Pique-nique entre amis. Visite en nature, marche, pêche, kayak pour certains, lecture, les doigts de pied en éventail sur la plage. Quel bonheur, ça s'en vient. Merci de nous accompagner à IA Café. Notre auditoire, il est là. Notre communauté en France, d'ailleurs, est maintenant plus grande qu'au Québec. 56% en France maintenant. Donc, vous avez gagné cette guerre de l'auditoire. On va essayer de s'ajuster, inviter plus de collaborateurs qui de l'autre côté de la grande flaque. Donc, il y a certains qui communiquent avec moi, là, certains d'entre vous, de très belles rencontres. C'est le fun de discuter avec vous, notamment là, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, parce qu'au-delà de notre enquête sur l'intelligence artificielle dans le cadre d'IA Café, euh, parce que notre enquête progresse aussi en solo, hein, et parce que ça fait longtemps que je les ai vus. Je souhaitais avoir des nouvelles de mes collaborateurs d'IA Café, vos collaborateurs préférés. J'ai réussi à avoir deux d'entre eux. Donc, deux d'entre eux, écoutez, ça fait quasiment 2 mois là, que j'essaye de planifier ce rendez-vous-là, puis c'est compliqué. Donc, on va faire ça, on va fermer juste avant la pause d'été avec ces deux collaborateurs. Ils sont là en studio avec moi, d'autres à distance. La première, elle a décidé de prendre contrôle de Twitter à la place peut-être d'Elon Musk. Elle était avec nous aujourd'hui. Bonjour, Eve. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Eve Gaumont. Eve Gaumont va très bien. On peut continuer à parler à la troisième personne si vous voulez. T'es sur Twitter, hein? Je regardais, t'es assez active sur Twitter. T'aimes ça, je pense? Oui, ben pour moi, c'est mon. Hey, oui, désolée, j'ai accroché mon micro. Oui, c'est mon réseau social de prédilection. C'est le seul, en vrai dire, que je continue d'occuper. Je pense, là, les autres, j'ai vraiment fait le ménage de l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je vois pas grand-chose sur mon feed, mais Twitter, oui, ça demeure une bonne manière, je trouve, de nourrir la réflexion, de suivre les nouvelles, autant au point de vue technologique, qu'est-ce qui se passe au niveau académique, qu'est-ce qui se passe au niveau social, là, plutôt qu'est-ce que la société québécoise, Je sais comment pas elle comment ils évolue. fonctionnent les algorithmes, mais je trouve que Twitter, justement, une fois que tu sélectionnes ceux que tu suis, là, puis ça devient. On dirait que c'est plus efficace, on dirait que j'ai plus de contrôle, je ne sais pas, sur l'algorithme, alors que les autres. Écoute, sur LinkedIn, il y a des posts qui apparaissent, puis ces gens-là ne m'intéressent pas tant que ça, mais je ne sais pas comment ça se fait que ça apparaît. Alors que sur Twitter, ben c'est ça, c'est ceux que je suis, puis ils sont là. Puis si Ouais. je les aime pas, je les enlève. Puis Ben, moi, on dirait que c'est plus transparent ouais, là-dessus. je fais des tests beaucoup, là. Qu'est-ce qui influence l'algorithme de Twitter? Puis j'ai quand même été en mesure de ressortir les facteurs principaux, je crois, qui fait que quelqu'un va réapparaître plus souvent dans ton feed ou pas. Parce que c'est certainement pas que ceux que tu suis, il y a des gens que tu peux suivre sans voir, mais par exemple, si tu utilises le moteur de recherche, je vais aller voir Jean-François Sénéchal, Puis si je l'ai cherché 2-3 fois, Ouais. ben après ça, tu vas toujours être au haut de mon feed. Ah, Si je like tes affaires, si je commente tes affaires, naturellement, tu vas revenir plus souvent. Il y a aussi une influence de la rapidité avec laquelle je like quelque chose. Si je ouais. le like plus tard, ça va changer, mais ils font quand même un beau travail chez Twitter. Puis ils ont vraiment une belle équipe. On ne sait pas pour combien de temps encore, hein, vu le débat qui se passe, mais Oui, c'est vrai. ils ont fait des belles embauches pendant un certain temps, des éthiciens qui avaient été mis de côté par les autres grandes compagnies qui ont été embauchés chez Twitter. Donc, somme toute, là, dans les grands de ce monde, c'est les gentils. Jusqu'à... Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a eu une petite phase, là. Il y avait Jack Dorsey, qui Ah était oui, c'est peut-être vrai. pas si le plus gentil du monde. Là, il est parti, ça a été racheté par les employés, ou tu sais, du moins, les employés ont regagné un peu de contrôle. À ce moment-là, ils ont eu du fun, ils ont fait une belle affaire. Puis là, l'ami Elon va peut-être revenir tout mettre en feu. Qui sait ce qu'il va faire, l'ami Hélène, comme tu disais. Écoutez, j'étais en train d'oublier mon deuxième. Mon deuxième, il est là, il nous regarde, il est tel le Terminator des corridors de sociologie. Il est venu nous dire hasta la vista, juste avant les vacances d'été. Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Ben, ça va bien, toi? Très bien. T'es bien amusé ce printemps?
Si on peut dire, si on peut dire. Bien hâte de t'entendre, là. Je pense que c'est ça, là. Je veux pas non plus que tu m'en dises trop Non, là-dessus, c'est là. ça. Je me gardais quelques. J'aime Oui, bien garde pas. avoir. En fait, j'aime pas briser mon effet. Donc, j'apprécierais que tu collabores à justement Oui, on va cet garder ça. artifice-là pour que tout soit extrêmement bien paramétré et que ça oui. explose au moment que je veux que ça explose et non pas avant. On te comprend, Sylvain. On voit bien ce que tu L'atmosphère essaies est un de. peu léger aujourd'hui, donc si c'est possible que je sois un petit peu plus Ah oui, il allégé que faudrait. d'habitude, là. Il faudrait, on aime ça comme ça, Sylvain. Écoutez, aujourd'hui, au programme, rien de très compliqué. J'ai deux amis collaborateurs ici. Donc, j'aimerais revenir avec eux sur les derniers mois. Tu sais, on fait de la recherche en intelligence artificielle sur les enjeux éthiques et sociaux. Donc, partager avec eux peut-être quelques événements, articles, des ouvrages, des conférences qui ont peut-être marqué le printemps, leur printemps, notre printemps en recherche sur les enjeux éthiques et sociaux. Donc, allons-y. Parce que ça faisait longtemps que nos auditeurs ne les avaient pas entendus et ils sont là, ils vont nous donner des nouvelles. Première question. Puis, qu'est-ce que vous avez fait ce printemps? Écoutez, ça fait tellement longtemps. Vous avez fait quoi? Commençons par Ève, puis après ça, on ira à Sylvain. Ève, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, pendant les derniers mois, j'ai mis la pédale douce un peu et sur la recherche et sur l'intelligence artificielle et je me suis concentrée à devenir avocate. Bon, pourquoi ouais, pas? ben ouais, c'est ça. Donc, pendant les 4 derniers mois, c'est ce que j'ai fait, principalement. Je me suis replongée dans la lecture du Code civil, Code criminel et compagnie. J'ai essayé quand même tout de même, et là, c'est là où Twitter devenait important, mais de garder un pied dans le débat, dans la discussion, pour comprendre, pour rester à jour. Puis, à temps perdu également, parce qu'ils avaient du temps acheté par les fenêtres, j'ai terminé le mémoire de maîtrise sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de justice. Puis, on a publié un dernier papier sur l'évaluation. En fait, on générait des modèles de langue pour traduire des expressions du code criminel. Ah oui? Avec Nicolas Garneau, qui est un étudiant en informatique, qui est un bon ami de David, notre collaborateur. Ouais, c'est ça. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur ce projet-là. Puis là, on avait présenté des articles qui expliquaient comment fonctionnait le modèle. On avait commencé avec des modèles assez de base, à base de règles, qui est de l'intelligence artificielle là, qui date des années 90. Puis là, on a testé des modèles génératifs plutôt de type machine learning. Puis on avait vu dans les précédents travaux qu'on avait fait que ça ne faisait pas des effets miraculeux, qu'à la limite, c'était moins bon que ce que les modèles des années 90 pouvaient faire. Oui. Ouais. Mais ça, c'était notre évaluation à nous. C'était des impressions, des intuitions. C'était pas encore des preuves claires. Donc, le dernier papier qu'on a publié, en fait, qui a été accepté le mois dernier puis qui va sortir bientôt, c'était de le tester auprès de des véritables utilisateurs. Donc, on a testé 2 juristes, 2 étudiants du bac ici à Laval. Ah oui. Et moi, on leur a soumis différents types de génération pour évaluer la qualité des modèles. Puis on voulait voir si on était capable, avec les modèles génératifs, d'atteindre une qualité plus grande que ce que des modèles à base de règles pouvaient faire et qui était suffisante aussi pour être utilisés dans la pratique. Et la réponse a été, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est trop imparfait, c'est trop imprécis. Pour l'instant, les modèles des années 90 donnent une meilleure réponse ou une réponse oui, définitivement. suffisante. Définitivement. Ils donnent une meilleure réponse sans l'ombre d'un doute, mais ils ont des problèmes, ils sont moins adaptatifs. Ça prend quelqu'un qui est toujours là pour les mettre à jour, alors que l'espoir avec les modèles génératifs, c'est que ça soit plus capable de s'améliorer, d'apprendre, de se garder à jour. Ouais. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Par contre, on a commencé à identifier les manières de faire. Il n'y a pas de dichotomie. C'est pas oui, c'est mieux, non, c'est pas mieux. On a identifié les facteurs où ils sont meilleurs quand même, puis comment on pourrait l'utiliser pour complémenter le travail de des humains. Donc, puis c'est un débat qu'on commence à connaître et qu'on commence à savoir bien. L'idée, c'est pas de remplacer le travail d'un humain, mais c'est de voir quelles sont les forces de l'humain, quelles sont les forces de l'intelligence artificielle et comment on peut les faire s'arrimer pour que ça se complémente bien. Donc là, on a commencé à bien mapper les forces des modèles génératifs. Puis ça va apparaître dans un article? Oui, ça va être publié dans un article. As-tu le titre ou... non? Sinon, tu peux me l'envoyer. Je le mettrai peut-être dans
les notes de Oui, podcast, je on peux faire pourra ça. les partager à nos C'est souvent aux- des longs, des longs titres. des longs titres Ouais, c'est vrai un que peu frettes, là, ouais, le mais titre de ma thèse, je m'en souviens, mais le titre de mon mémoire, je m'en souviens même pas. Donc, c'est ça. Ces titres-là là, sont trop longs. Faudrait être plus ouais, simple. puis c'est un titre d'un article en informatique. Puis tu sais, ça faisait partie des commentaires là, qu'on a reçus un peu par Par que les réviseurs ou... non, mais pas oui par les réviseurs, mais pas quant au titre, mais c'était intéressant comme article parce qu'on l'a vraiment écrit à deux. Donc c'est un article qui est à la fois très juridique, mais aussi très ben surtout principalement très machine learning. Puis les évaluateurs en machine learning le trouvaient un peu trop juridique. Ah oui. Puis moi, ben, je trouve que le titre, il est très Il est très informatique. Là. Mais c'est souvent ça, là, la recherche interdisciplinaire, là, c'est dur de satisfaire tout le monde. On se promène on se promène entre deux chaises, puis des fois, on tombe entre les deux, puis Ouais. c'est dur de satisfaire tout le monde. Moi, je me promène ici entre la faculté de philo, faculté de sciences et génie. Puis pour la faculté de sciences et génie, des fois, ma façon d'aborder, c'est un peu trop philo. Pour la philo, c'est sûr que je fais pas assez de philo, je suis trop science. Ouais. Donc, c'est ça, Mais- quand on se promène entre les champs disciplinaires. Donc, gros printemps. Gros printemps. Gros printemps, ouais, gros printemps. Mais là, As-tu prévu des vacances? Oui, on va en parler plus tard, là, mais... J'ai-tu prévu des vacances? Il faut, là. Oui, définitivement. Définitivement, il y a des vacances de prévues. Puis là, il y a aussi Parce que on revient à des devenir avocat... activités professionnelles plus agréables aussi. Là. C'est certain que devenir avocat, c'était pas mon activité professionnelle C'est intéressant favorite. comme ça. Là, c'est en 4 mois, on devient avocat. C'est comme si on rentre dans un cocon, là, puis au sens métaphorique, là, la chenille devient papillon, on devient avocate bientôt. Ouais, La toge et la perruque. Exact. C'est sûrement un vrai nom, mais j'appelle ça une perruque pour l'instant. ben, je sais même pas c'est quoi le vrai nom parce que on a réussi à s'en préserver au Québec et au Canada. On a Il faut. lancé la perruque. Les Britanniques continuent de la porter, mais nous, on s'en est sauvés. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est une bonne nouvelle. Donc, gros printemps, Ève, content que tu aies survécu. Puis ça explique aussi pourquoi que c'était compliqué de vous avoir pendant le printemps. Sylvain, puis toi, qu'est-ce que tu as fait ce printemps? Ça fait longtemps. Oui, en effet, ce printemps, moi, c'est sûr que j'ai commencé la deuxième année de mon stage postdoctoral. Donc, la première année, c'était cueillette des données. Là, moi, c'était faire des entrevues avec les entrepreneurs. Donc, j'ai fait ça. J'en ai Ça fait fait combien 28. d'entrepreneurs? 28. 28, OK. Oui, 28. Donc, à peu près des entrevues d'à peu près 1 heure chacune. Et puis là, dans les premières semaines de l'année, c'était de les transcrire, de voir ce que je pouvais extraire de ça. Je me suis rendu compte que j'en avais fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc, c'est ça, j'ai fait ça. Ensuite, alors, c'est le moment de la diffusion des résultats. Donc, j'ai essayé de participer à le plus de colloques que je pouvais. J'en ai fait 3. Dans le cadre là, de l'Observatoire Obévia avec l'Institut en éthique aussi. Là. Je ne me Oui. souviens pas exactement du nom. Idéal. Oui, Institut exactement. d'éthique appliquée, ouais. Exactement. Donc, sur la simulation, après ça, j'en ai fait un autre pour l'association, le congrès annuel de l'Association canadienne de Sciences Po, une autre congrès annuel de l'Association de communication, aussi canadienne de communication. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi terminé la deuxième version là, d'un chapitre qui va paraître sous la direction de Karine Gentelet là, sur l'éthique de l'IA. Le livre devrait, c'est un collectif, il devrait être publié, je crois, en septembre ou en octobre, si je ne me trompe pas. Donc, ce chapitre-là, c'était la deuxième version. Donc, j'ai fait ça. C'est un chapitre qui aborde un petit peu l'histoire de l'intelligence, si je pourrais dire. Donc, on parle souvent de l'intelligence en général? En général, exactement. Donc, on parle bien, souvent ça. de l'intelligence artificielle, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de questionner un peu quel était notre rapport à l'intelligence comme telle, comme notion, comme concept. Donc, j'essaie de montrer un peu que la domination en Occident, là, je parle bien de l'Occident parce que j'ai circonscrit ça à juste l'histoire de l'Occident. C'est déjà assez. C'est déjà surtout pour un chapitre. Ouais. Donc, souvent pris la forme d'une hiérarchie de l'intelligence. Par exemple, dans la philosophie grecque, vous avez Platon qui parle de l'idéal d'un roi philosophe.
Donc, c'est une élite intellectuelle qui devrait, par ses capacités mentales supérieures, avoir le droit de gouverner la cité. Ensuite, je fais un survol du colonialisme aussi, où par le racisme scientifique et plus tard aussi l'eugénisme, on essayait d'associer l'intelligence supérieure à des caractéristiques biologiques ou des traits physiologiques. On essaie un peu, en quelque sorte, de matérialiser l'intelligence dans un corps, de la matérialiser comme telle. Et dans la société contemporaine, dans l'économie qu'on appelle de la connaissance, bien, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en association, en relation, les systèmes d'IA avec, comme je présente un peu comme une espèce de résurgence du roi philosophe, sauf que cette fois-là, il est incarné par une IA. Bien. Donc, à chaque fois, c'est vraiment que... du roi philosophe et de l'intelligence artificielle. Exactement. C'est comme si l'intelligence était une forme d'idéologie politique, mais qui se déguise, qui prend toutes sortes d'itérations dans l'histoire, dépendamment du contexte historique et de l'environnement social aussi des époques. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Puis, j'ai aussi... une belle réflexion, intelligence naturelle, intelligence artificielle, c'est un thème qui est revenu là, dans le podcast, là, mais c'est un thème que nous allons sûrement continuer d'approfondir parce que ça fait partie des questions centrales là, en matière d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence? Là, on le voit en ce moment là, avec les débats sur... là, je ne me rappelle pas c'est quelle université. Ça, je l'ai déjà oublié, là, mais l'université où il y a eu récemment là, des chatbots, on disait que peut-être que... C'est pas chez Google, ça? C'est Google, oui. Voilà. Lambda, quelque Lambda, chose. Lambda, oui, exactement. Donc, est-ce que on a un être sentient? Est-ce qu'on a la naissance d'une nouvelle forme d'intelligence? Puis la question primordiale, c'est quoi? Il faudrait d'abord essayer de la définir. Puis celui qui a défini, il prend ses propres outils qu'est l'intelligence. Donc, tu vois que ça tourne en rond. C'est pas une question là, simple, puis on ne fera pas le tour en 5 minutes, très certainement. Puis j'ai en même temps fini de rédiger un autre article que j'avais commencé l'automne passé, mais je pense que c'est l'article que j'ai le plus détesté faire de ma vie. En fait, il y a encore les traces du sang du combat là, qui est épique, qui a eu lieu entre moi et ce texte-là. Je veux dire, on s'est battu vraiment jusqu'au bout des limites des forces et du dernier homme et dans les tranchées, dans la boue. Là. Je veux dire, c'était complètement... Et je me suis juré de ne plus jamais refaire un texte comme ça parce que j'essaie de... Pourquoi que tu laissais ça comme ça? Là? C'est quoi? En fait, ça reste encore sur l'histoire de l'intelligence, sauf que là, j'essaie d'inscrire ça dans une histoire un peu plus longue là, de la vie sur Terre et de lier ça avec l'entropie et l'anthropocène aussi et la géographie. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, je me suis appuyé là-dedans sur une théorie là, qui essaie d'expliquer en fait l'origine de la vie au-delà de Darwin, donc avant la biologie, donc dans la physique élémentaire. Une théorie qui s'appelle adaptation axée sur la dissipation. Puis ça stipule en fait que, très simplement, que le moteur de l'évolution de la vie sur Terre, c'est la capacité à mieux capturer l'énergie de l'environnement pour la transformer en activité métabolique et la dissiper sous forme de chaleur. Et en fait, quand on regarde l'histoire du vivant, l'organisme, pour réussir à vivre, il doit transformer l'énergie. Et ça lui permet de ralentir l'entropie à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire la dégradation, le vieillissement, la mort. Mais ça se fait au prix d'une augmentation de l'entropie dans l'environnement extérieur. Donc, c'est ça l'idée. Et puis là, ce que j'essaie de faire un peu, c'est de montrer que ce qui débute par une biosphère qui fait foisonner, prospérer la vie dans une multiplicité d'espèces, fait un jour apparaître l'intelligence qui finit par acquérir les caractères artificiels de la technosphère. Donc, technosphère comme prolongement de la biosphère. Mais qu'en fait, cette technosphère-là, elle va poursuivre la dissipation de la matière et de l'énergie de la Terre, comme si on essayait d'accélérer l'entropie de la planète avec encore plus d'intensité et d'efficacité pour l'amener le plus proche possible de sa mort thermique. Je sais, c'est extrêmement pessimiste, mais bon, c'est le fond du texte. Vas-y, Ève, fais-nous un lien avec l'intelligence artificielle. En fait, non, c'est une question, mais c'est peut-être que la réponse permettra de faire le lien. Mais cette théorie-là, elle t'est apparue d'où? Est-ce que c'est dans tes études antérieures ou est-ce que tu cherchais ce genre de théorie-là pour nourrir ta réflexion quant à l'intelligence artificielle? Oui. Comment tu tombes là-dessus?
Ben, en fait, moi, par mes temps libres, là, j'aime ça lire des ouvrages de vulgarisation de physique. Là. Je dis bien vulgarisation parce que ce n'est pas des articles scientifiques de physique, là, mais j'aime bien, par exemple, Carlo Rovelli là, sur la physique quantique. Puis dans ce cas-là aussi, c'est voyons, un Britannique qui s'appelle Jeremy England, là, qui est justement celui qui a développé cette théorie-là. Puis l'idée de mélanger un peu, de lier la question du vivant, de l'entropie avec l'intelligence, ben, je ne sais pas d'où ça m'est venu en particulier. Je pense que c'est par rapport à mes lectures sur l'IA là, que cette idée-là m'est venue, tout simplement. Et en J'aime fait, comment ta tête fonctionne. Là. Tu lis de la oui, physique c'est assez. quantique, puis Oui, c'est là, tu prends assez. des concepts, puis là, tu te dis, on va faire un lien avec Oui, l'intelligence artificielle, on tisse des liens, exactement. on développe des idées. Puis l'idée, au fond, c'est d'essayer de faire une géopolitique de l'entropie, en fait, qui prend toutes sortes La d'incarnations géopolitique de l'entropie, de c'est le l'entropie. titre de Ouais. ton C'est ça le prochain titre de ouvrage. l'article. Ouais. En fait, le C'est titre, ça le titre de l'article. c'est l'explosion de l'intelligence dans la combustion de l'Anthropocène. L'entropie comme force géopolitique. Voilà. Wow! Hey, ça aussi, il faut que tu me donnes la référence. Je Si parlais c'est de accepté, lecture. c'est pas dire que ça va être accepté. Je vais le lire en attendant. Là. J'ai besoin de lecture sur la plage avec les doigts de pied en éventail. Là. Donc, je vais faire ça cet été. Ça a l'air passionnant, intriguant, très certainement. On verra. C'est aussi bien résumé que tu nous le fais. Là. Ça va être bon. Bien On espère. Mais je ne referai plus jamais ça. Et puis, je vais poser une autre question. Qu'est-ce qui est l'élément, justement, parce que quand j'abonde dans le sens de Jean-François, c'est intéressant comment ton esprit fonctionne, comment les liens se font. Tu lis quelque chose, tu lis deux choses, puis là, tu les remets ensemble. Mais là, ce que j'entends, c'est que cette combinaison-là, elle te satisfait moins que d'autres combinaisons que tu peux faire parfois. Puis qu'est-ce qui fait la distinction entre une bonne combinaison et une combinaison qui est plus aride, moins plaisante? Ouais. Ou les liens se font c'est peut-être ça, là, les liens, dans certains cas, les liens se font naturellement, la pensée, l'écriture se met en place. Puis dans un autre contexte, là, c'est ça, les liens se font plus difficilement, tu rushes, puis tu essaies de tisser des liens, puis ça se fait moins naturellement. Ben ça, en fait, la question est intéressante, mais la réponse m'amènerait à une espèce de psychanalyse profonde du passé parce que c'est un problème que j'ai toujours eu, en fait, d'élargir comme ça, d'avoir des problèmes, de cerner un enjeu d'ultra-spécialisation. Là. Ça serait beaucoup plus facile de prendre juste un petit élément puis de travailler toujours sur le même sujet ou de l'élaborer comme ça, mais je ne sais pas, j'arrive pas à contrôler ce qui m'intéresse ou quoi que ce soit, puis ça devient. Mais qu'est-ce qui peut être plus facile? Peut-être de rester dans la même discipline, ça serait déjà un bon point de départ. Je veux dire, si tu veux faire quelque chose sur la physique, fais-le sur la physique, mais laisse de côté la question peut-être de la géographie ou la question de la biologie. Mais le point de départ aussi là-dedans, c'est un chapitre de ma thèse là, où je parlais de la dégradation, du phénomène des ruines urbaines aussi. Donc, c'est comme si le capitalisme crée, c'est une théorie en fait dans la géographie marxiste, ça s'appelle destruction créative. C'est que le capitalisme développe des zones de survalorisation, par exemple Manhattan. Là, les capitaux abondent, les gens aussi, il y a une circulation, il y a de l'énergie qui est apportée là, et il y a une vitalité économique. Mais pour que Manhattan puisse exister, ben, ça prend des endroits comme le Sud global ou sur un plan plus proche, Détroit, la ville de Détroit comme telle. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est les travaux d'un économiste qui s'appelle Nicolas Rogan, Georgescu Rogan, qui a sorti un peu dans les années 70, c'est essayer de lier un peu le système économique comme étant ce qui a donné naissance un peu au mouvement écologique pour dire le Club de Rome, par exemple, là, que l'épuisement des ressources de la planète ou le système capitaliste comme tel allait mener à l'épuisement des ressources de la planète Terre. Donc, c'est un peu en mélangeant tout ça là, que ça m'est venu. Mais au départ, c'est un chapitre de la thèse qui s'est transformé et qui est devenu quelque chose que je n'avais même pas anticipé au départ. Là. Gros printemps, Sylvain. Ouais. Je ne veux pas te voler ton entrevue encore, Jean-François, mais je trouve que c'est fascinant sur la piste sur laquelle on est. Parce que, tu sais, ce que tu dis, Sylvain, c'est j'aurais dû ce serait probablement plus facile si je me concentrais, je me donne de la misère. Si je me concentrais sur un sujet, je me donne de la misère en étant
les Plus large, tentacules hein. partout. Puis c'est une question dans laquelle je me reconnais beaucoup. Ah oui. Et c'est également quelque chose qui est excessivement important, je crois, dans le sujet qui nous occupe en ce moment, qui est à dire Sortir. l'intelligence artificielle. On ne peut pas se rester simplement à un endroit. Il faut apprendre, il faut développer les stratégies pour savoir comment bien le faire, pour avoir des tentacules intelligemment. Puis je pense que c'est une réflexion sortir qu'on de doit son avoir. champ de compétences Oui. pour tisser Ben, des nouveaux liens. Là. Ben, c'est l'objet aussi en même temps de l'existence comme de l'Observatoire là, sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Là. Et d'ailleurs, ils en ont inauguré un à l'Université Panthéon à Naas aussi. À Naas, à Sas? Assas. À Sas, excusez. Bon, je crois que ça s'est fait dans la semaine ou la semaine prochaine, là, mais il y a comme un équivalent là, qui va. Puis ils ont la même structure que l'Obivia, c'est-à-dire une approche pluridisciplinaire. Là. L'éthique, les informaticiens, des gens en communication, en sociologie, en histoire. Mais donc, c'est bien, mais ça prend des lieux. J'aime bien ces instituts-là, mais ça prend des lieux comme notre podcast. Oui. Ou comme des conférences, ou comme une discussion sur l'heure du midi avec ces chercheurs-là, où on essaye de se comprendre comment on fait là en ce moment pour vraiment tisser des vrais ponts. Là. On sort de notre champ disciplinaire, même chose avec les rencontres qu'on fait, mais à la fin, c'est d'essayer de se comprendre, là, sinon c'est un dialogue de sourds. Là. Chacun de son côté reste dans son champ disciplinaire, puis on va chercher le financement en disant qu'on fait de l'interdisciplinarité, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui est de véritablement transdisciplinaire qui peut sortir de ça. Oui, c'est ça. Je pense que le défi, c'est d'aller chercher assez de l'autre à qui tu parles pour pouvoir un peu mettre en œuvre ces méthodes. Il faut que je pense que le chercheur soit capable de commencer le début du travail dans l'autre discipline assez pour que l'autre vienne intervenir, puis celui dont c'est vraiment la discipline principale vienne faire le ménage, régler les erreurs. Mais je pense qu'il faut vraiment aller jouer dans les plates-bandes de l'autre, se salir les mains dans les plates-bandes de l'autre. Oui, puis avoir l'air fou des fois. Là. Il y a des mots, il y a des concepts, il y a des chants, il y a des auteurs qu'on ne connaît pas. C'est un risque. Faut plonger, comme tu mets un pince-nez et tu sautes dans l'eau. Là. Il arrivera ce qui arrivera. Tu te mets un pince-nez, tu sautes dans l'eau. Oui, effectivement, c'est un peu ça, l'interdisciplinarité. J'aime bien l'image. Moi, de mon côté, puis ce que j'ai fait ce printemps, moi, c'est de l'enseignement, surtout au printemps. C'est un peu fou, là, mais tu sais, j'ai 200 étudiants au printemps, puis j'en ai 200 autres qui rentrent à l'été. Fait que j'ai 4-5 semaines. Là, les semaines où je vous envoyais des invitations, là, j'étais dans le rush, moi aussi. Donc, quand je voyais que ça ne répondait pas assez vite, je me dis, bon, on reporte, puis tant mieux. Donc, beaucoup d'étudiants, des conférences, j'en ai fait quelques-unes. En fait, les conférences que je donne le plus ces temps-ci, curieusement, c'est en pédagogie universitaire, parce que j'ai créé, je vous en avais parlé de mon petit système de trophées, récompenses, badges, tout ça, puis ça a créé un petit buzz, je dirais, chez les experts en pédagogie universitaire. Puis là, je suis invité pour aller donner des conférences sur l'engagement universitaire, l'engagement étudiant, les jeux vidéo, parce que je m'étais inspiré un peu des jeux vidéo pour créer ce système-là. Puis, tout à coup, je suis devenu un expert sur les jeux vidéo, la pédagogie. C'est pas long, l'expertise. Quand tu es prof universitaire, qu'on t'associe à des choses. Écoutez, dans une entrevue récemment, on m'a demandé si j'étais un jeu vidéo, je serais quoi? Tu sais, puis, OK, je serais quoi? Bon, Es-tu un gamer à la base ou pas du tout? Ben, j'ai déjà gamé, je game moins, mes enfants game, donc j'aime bien la dynamique, les mécanismes du jeu. Mais je veux dire, le jeu que je joue le plus souvent, c'est souvent aux échecs sur mon cell. Puis des fois, un peu avec ma femme, on a certains jeux. On joue à It Takes Two, donc c'est un jeu sur la PS4. Des fois, mais je ne suis pas un gros gamer. Puis là, la question là, était comme. C'est ça. Des fois, on développe toutes sortes d'expertises, puis on finit par parler de toutes sortes de choses. Puis ces temps-ci, c'est plutôt mon expertise en pédagogie universitaire qui fait le boulot. Puis, j'ai 3 podcasts. Et que ça aussi, ça occupe. Puis il n'y a pas juste ce podcast-là. J'ai un podcast d'accompagnement de mon cours. Au printemps, j'ai une série de conférences sur la pédagogie, pas la pédagogie, sur la recherche universitaire, donc la conduite responsable, l'intégrité en recherche, la fraude en recherche. Donc ça aussi, je produis des podcasts pour cet événement-là, pour un congrès. C'est le fun, ça, des podcasts pour un congrès, là, au lieu d'avoir juste des congressistes qui viennent donner leur conférence, puis une conférence qu'on oublie vite.
Un podcast, ça laisse des traces, ça nous permet de faire des entrevues, donc de rentrer un peu plus dans la matière. 1 heure de matière avec une personne que ça fait longtemps là, que tu essaies d'avoir à ton congrès. Ça permet pas d'exploiter, mais je dirais de valoriser la participation du conférencier. Puis, quoi d'autre ce printemps? Ben, j'ai un projet de chaire de leadership en enseignement aussi, que ça fait longtemps que je chéris, que je tente de déployer ici à l'université. Puis, ça commence à bouger un peu. Je peux pas trop en dire. Bon, à défaut de poser des questions sur la chaire de leadership, compte tenu que c'est encore sous embargo, Ouais. est-ce que sur la semaine de la conduite responsable, il y a des coups de cœur? Oui, j'en ai quelques-uns des coups de cœur. Entre autres, on recevait Elisabeth Bick. Donc, il y a Guillaume Cabana qui fait partie de l'épisode. Guillaume, je l'ai reçu, c'était à l'épisode 38. Ça, c'est un coup de cœur. Je connaissais un peu ce chercheur-là, mais c'était super intéressant. Vous irez écouter l'épisode 38, c'est du podcast IA Café, où Guillaume raconte un peu un outil, ça puise dans l'informatique, mais un outil pour puiser, aller à la pêche, je dirais, dans la littérature scientifique pour trouver des bouts de phrases louches, des OK. bouts de phrases qui auraient été produites par des intelligences artificielles ou des systèmes informatiques sophistiqués pour générer du texte automatiquement. Donc, lui, sa façon de faire, c'est d'aller à la pêche à ces petits bouts de phrases-là bizarres. Puis, à partir de ces bouts de phrases-là, ben, il lève un drapeau en disant « Ah, il y a peut-être un article qui est étrange ici, là. » Puis là, donc, je ne sais pas, sur 1000 textes identifiés, flagués, il va aller approfondir avec une équipe pour aller voir lequel ce sont des textes qui ont souvent été qui sont frauduleux, qui ont été générés par des outils de génération de textes automatique. Donc, Guillaume Cabana, Elisabeth Bick, qui fait aussi de la recherche sur la fraude universitaire, mais elle, c'est sur les images. Donc, comment que des fois on peut manipuler des images lorsqu'on arrive pour publier des résultats de recherche. Puis elle voit souvent de la fraude, mais directement avec ses yeux. Je ne sais pas exactement comment elle fait, mais disons, un chercheur publie des résultats, puis il y a 3 images, puis le premier résultat, c'est à 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, c'est la 3e image. Puis après ça, avec un nouveau traitement à 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, puis là, ça donne une image. Puis elle voit des recoupements entre les images. Donc, autrement dit que la personne a fait un copier-coller ou est allée puiser dans d'autres images ou s'est servi des mêmes images pour publier dans plus d'un article. Donc ça, c'est une chercheure qui est très reconnue dans le monde, qui n'est pas aimée. Je vous dirais qu'elle ne se fait pas d'amis. Elle se fait des amis parmi les experts comme moi qui s'intéressent à l'intégrité en recherche, mais c'est sûr que les chercheurs qui se font flaguer par Guillaume ou qui se font identifier par Elisabeth, c'est sûr que il y en a plusieurs qui n'aiment pas du tout ça. Elle se fait poursuivre. Elle a été obligée de quitter l'université, entre autres pour être plus indépendante à l'endroit de son université. Donc, c'est des personnages de l'ombre, des experts de l'ombre qui font un travail quand même essentiel pour assainir, je dirais, tout le domaine de la publication universitaire. Donc, je ne vous apprends rien ici. Là. À voir votre rythme de publication, vous voyez qu'il y a une pression à publier, puis vous le faites bien, mais certains tournent un peu les coins ronds, puis ça prend comme ça des experts qui vont identifier ces textes-là. Donc, gros printemps pour moi. Oui. Ces 2 chercheurs-là, désolé, ces 2 chercheurs-là s'intéressent à la science en général et non pas uniquement à l'intelligence artificielle? Non, c'est exactement ça. Eux s'intéressent à la science en général, à la publication, mais ça a donné que Guillaume, il travaillait avec des outils du NLP puis tout ça. Donc ça, je l'ai interviewé, puis j'ai utilisé cette entrevue-là aussi pour publier à IA Café, entre autres parce qu'il y avait de l'informatique dans tout ça. Mais je pense que, puis aussi parce que c'est excessivement intéressant dans la mesure, dans le domaine de l'intelligence artificielle en particulier, il y a tellement un gros buzz, qu'il y a tellement une frénésie de publier que je serais très, 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 très intriguée de savoir quels sont les constats qui découlent de ces recherches-là qu'ils font, mais s'ils le faisaient vraiment dans le secteur de l'intelligence artificielle. Oui, il a identifié, on le voit dans ses travaux, là, je partagerai peut-être l'article, là, mais il y a des périodiques qui sont clairement identifiés, qui sont problématiques, plusieurs en informatique.
Ça vient d'un peu partout dans le monde, mais je dirais qu'il y a certains pays qui sont plus friands de ces... ils appellent ça les moulins à papier, là, les paper mills. C'est carrément des compagnies avec des outils qui génèrent automatiquement du texte, des résultats. Tu leur dis, j'ai besoin d'un article dans tel domaine, avec tel genre de résultats, tel article, puis ça génère automatiquement. Donc, c'est pas un portrait jojo de la recherche universitaire, mais en même temps, ça fait partie de la triste mais rare réalité. Donc, intéressant de rencontrer ces Est-ce chercheurs-là. est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait prendre avec ça? Est-ce qu'il y a des données de ça? Tout à fait. Donc, c'est une frange très petite qui se font prendre, qui se font sanctionner. Donc, en termes de pourcentage, c'est très petit. Mais en même temps, les pourcentages qu'on sort, c'est ceux qui se font prendre. Donc, c'est ceux que c'est suffisamment grave et suffisamment évident pour que ça soit flagué, identifié, puis sanctionné. Mais on peut présumer, en tout cas logiquement, il me semble qu'on peut présumer qu'il y a peut-être toutes sortes de petits comportements un peu moins évidents, peut-être un peu moins blâmables, mais qui existent dans la communauté. Là, des plagiats de traduction, de l'autoplagiat aussi, des chercheurs qui cyclent et recyclent et pour ne pas dire radotent toujours les mêmes choses. Là. Donc, ça fait partie de la dynamique de la recherche. Donc, ça, mon printemps, j'étais là-dedans. Ça me fait du bien mon printemps parce que je replonge dans mes sujets de thèse. Mais c'est ça, c'est exigeant parce que tout ça, ça se passe. Je vous parlais de mes 200 étudiants qui deviennent 400 pendant 3 semaines. Ben, le congrès arrive à peu près dans le même 3 semaines. Donc, ça ressemblait à ça, mon printemps. Bon, deuxième chose, je voulais savoir justement des événements, des rencontres peut-être qui ont marqué votre printemps. Ève, des ouvrages, des événements, des rencontres qui, toi, ont marqué ton printemps? Ben, comme je dis, j'étais quand même un peu plus pédale douce, mais j'étais à Times World. Oui, c'est vrai, il y avait ça. Mais tu avais été bon. Fin renard, tu avais flagué, tu avais identifié déjà qui étaient les plus intéressants, qui avaient le plus de potentiel. Puis tu as reçu Martine Colleret dans une excellente entrevue. Et c'était également un excellent. Je pense que c'était probablement la conférence la plus intéressante parce qu'elle était un peu rentre-dedans quand même. C'est-à-dire qu'elle venait challenger. Vraiment. Tu sais, on est dans dans le campus 1000 qui est fondé, qui est pour accueillir tout le gratin de l'intelligence artificielle. Toute la communauté, tout le monde était là, tout le monde en intelligence artificielle était là. Puis, il vient nous annoncer qu'on est peut-être un peu en train de vendre du vent, puis que tout porte à croire qu'on va avoir un pétard mouillé comme on l'a eu avec les nanotechnologies. Je simplifie, je caricature, là, ça fait pas honneur à ses travaux, mais certainement vous pouvez l'écouter. Mais oui, donc moi, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai trouvé fort intéressant. Vraiment, Maxime, en tout cas, les travaux, c'est sûr que ça fait mal, là. C'est un coup de pied dans la ruche, là, comme on disait par chez nous. Là. Donc, ça bouge après. Mais il le fait terriblement respectueusement Oui, quand même. Puis oui. pas... il y a des chercheurs qui ont peut-être une volonté de se frotter les mains en voyant « Haha, voilà, ça, vous allez vous péter la gueule », mais c'est pas ça. On dirait plutôt qu'il est là pour annoncer les risques, les choses auxquelles il faut faire attention, puis les écueils à éviter pour faire mieux, puis pour éviter cette un peu triste réalité qu'il voit se présager devant lui. Non, donc très brillant. Oui, vraiment, c'est une belle rencontre. Il était là, j'ai vu quand tu l'as identifié sur Twitter. J'avais prévu de le recevoir, mais là, c'était l'occasion. J'aurais aimé ça même vous recevoir tous les deux en même temps. Ça n'a pas donné, mais c'est sûr que c'est peut-être une discussion à venir. Maxime, je l'ai reçu ici au bureau, dans le studio. Donc, c'est sûr que c'est une collaboration à venir. De beaux travaux. Ça en prend de la sociologie un peu de cet ordre-là, là, qui regarde froidement le domaine, puis qui nous disent un peu ce qui va bien, ce qui va moins bien. Puis, voilà, c'est un beau portrait. Maxime Colleret, donc vous irez écouter l'épisode, l'entrevue. J'ai bien aimé aussi cette rencontre. D'autres événements, congrès, rencontres est-ce que Qui m'ont... qui ont marqué ton printemps, peut-être? Pas nécessairement.
Ben, on n'est pas obligé. Non, hein. je pense que ça faisait quand même. Alors, tout le crédit va aller vers Exact. Maxime Colleret. On le salue bien bas. Sylvain, toi, de ton côté, qu'est-ce qui des ouvrages, événements, des rencontres peut-être qui ont marqué ton printemps? C'est intéressant parce que je me souviens qu'il y a peut-être 3 mois, là, je m'étais fait une liste. Là, j'ai dit, cette conférence-là, je vais y aller, je vais assister à ça. Parfois, j'en vois passer, puis je m'inscris, puis à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui m'empêche là, de le faire. Donc, la question des rencontres, ce ne sera pas vraiment des rencontres peut-être manquées dans mon cas. Mais Intéressant. peut-être. Les oui, rencontres manquées, c'est intéressant oui, aussi comme non, l'événement des rencontres, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre. Mais peut-être Dans à les 2 venir. dernières années, en tout cas, c'est le thème, c'est peut-être le thème des 2 dernières années, les rencontres manquées. Oui, exactement. C'est l'impression que ça me fait un peu, là, parce que je voulais, par exemple, je me souviens pas comment ça s'appelait, là, mais ce qu'ils ont fait à l'UDM, là, c'est en fait l'événement là, dont Eve parlait tout à l'heure, là, le nom. Oui, exactement, Time World. Time World, ouais. Exactement. J'avais prévu, j'ai dit je vais y aller, puis je vais assister, puis finalement, pas du tout. Là. Bon. Parce que Mais tu sinon, écrivais ce que j'ai 2 articles, dont un Oui, article ouais, c'est ça. épique. Mais ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je dois passer une partie de mon temps aussi pour essayer comment je pourrais dire ça, essayer d'assurer ma survie post-doc aussi. Donc, Oui, je regarde souvent des offres de post-doc ou quoi que ce soit là, qui peut m'empêcher là, de sauter dans le vide à partir du mois de janvier. Donc, il y a ça aussi. Puis, l'autre élément là-dedans, c'est que je commence à être un vieux diplômé aussi. Donc, on sait que les postdocs, là, c'est 5 ans généralement. Là, 5 ans après que tu aies reçu pour devenir ton prof, diplôme. tu parles? Non, pour faire des postdocs, en fait. OK. Si tu deviens prof, tant mieux, là, mais pour faire des postdocs, puis généralement, la grosse majorité des postdocs qu'ils vont donner, là, ils vont dire en 2-3 ans, ça, c'est la moyenne. Là. Autrement dit, si ça fait 2 ans que tu as dans ce monde, tu peux appliquer, mais si ça fait plus vieux que ça, tu ne peux pas. Et puis là, moi, vu que ça fait 2018, là, donc ça fait quand même un moment, fait que je commence à arriver au bout du chemin. Là. Fait qu'il y a ça. Mais sinon, il y a peut-être un livre qui m'a vraiment particulièrement intéressé parce que moi, mon objet principal d'intérêt, c'est l'imaginaire. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il y a des travaux qu'on a parlé tout à l'heure là, de la sociologie, un peu dans l'économie des promesses, un peu plus d'économie politique, là, de l'aspect économique des choses, des fausses promesses. Moi, c'est vraiment l'imaginaire. Puis, je sais que pour avoir passé beaucoup de temps là, dans la littérature, curieusement, il n'y a pas beaucoup de travaux sur cette question-là. Il y a des travaux en anthropologie là-dessus, en littérature beaucoup aussi. Par exemple, l'étude sur le cinéma, on va faire beaucoup de travaux par rapport à ça, mais une analyse politique de l'imaginaire ou même une sociologie de l'imaginaire sans passer par l'économie des promesses, il y en a assez peu. Ah oui? Mais il y a un livre qui, je pense, là, qui se démarque du lot. Ça s'appelle AI Narratives, History of Imaginative Thinking About Intelligent Machines. C'est paru en 2020. C'est sous la direction de Stephen Cave et Kanta Dial et de Sarah Dillon. Tu vas m'envoyer la référence. Oui, exactement. Non seulement je vais aller je vais la taguer, je vais l'ajouter dans l'information du podcast, mais je vais Ce qui est intéressant, eux, dans leur projet, c'est que d'abord, c'était d'interroger l'imaginaire dans l'histoire. Donc là, ça, c'est le premier livre, mais dans leur deuxième tome qui va paraître en 2022, là, ils vont interroger en fait, la littérature, puis des références culturelles ou historiques ou mythologiques qui proviennent d'autres régions hors occidentales, par exemple en Afrique, en Amérique latine. Donc, on va essayer d'interroger un peu le monde non occidental, quelles sont les histoires, les récits, les narratifs à propos de la vie artificielle. Donc, ça va être intéressant de voir les deux ensemble. Mais celui-là, ça concerne juste l'Occident. C'est un collectif, donc c'est c'est des auteurs différents. Généralement, je n'aime pas particulièrement ce genre de livre-là parce que c'est de qualité assez inégale. Là. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est quand même très intéressant. Ça t'oblige pas à tout lire non plus, des fois, dans des collectifs comme ça, tu choisis où tu commences, puis
tu lis un peu de travers, puis ça a l'air plus Exactement. intéressant. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on commence vraiment avec Homère, avec l'Iliade, puis on explique qu'en fait, l'imaginaire de l'IA, il remonte à l'Iliade comme tel. C'est les premières références textuelles qu'on a d'objets, de dispositifs qui agissent seuls, qui sont animés là, par autre chose que de la magie. C'est ça qui est intéressant dans les histoires, dans la philosophie grecque. Chez Homère, c'est qu'il n'y a pas de référence à la magie. Ce n'est pas un pouvoir magique qui anime les objets. C'est quoi? C'est la mécanique. C'est des lois mécaniques. Ça peut être lié à l'hydraulique, à la mécanique. Ouais. Donc, il y a comme une volonté vraiment de montrer que c'est de l'artisanat, tout ça, que c'est une construction, que c'est juste un pouvoir de dominer ou de contrôler la matière comme telle et que ça ne relève pas de la magie. Donc, c'est intéressant. Puis, ce que ça dit, en fait, c'est que ce qu'il y a, d'abord, dans Homère, c'est on parle d'un dieu, là, Héphaïstos, qui est un dieu du feu et de la forge. C'est lui qui est le constructeur, le premier artisan, si on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières références, c'est qu'on parle dans son entourage, dans son atelier, il y a des trépieds comme des tables qui se promènent toutes seules, qui se déplacent, qui répondent à ses commandes vocales. Il y a des soufflets aussi qui alimentent en air les fours, là, les forges pour pouvoir fondre les métaux. Et tout ça obéit avec l'Odyssée d'Homère, tu me parles. Ça, c'est dans l'Iliade. Oui, exactement. Donc, ça, c'est les premières références, mais c'est un peu comme le livre, c'est de dire que Homère établit une espèce de programme à suivre qui va se reproduire dans l'histoire, comme une sorte d'archétype qui va en même temps reproduire notre relation avec l'IA, qui est de l'avoir comme un outil, comme un assistant, comme tel, comme un peu un esclave artificiel. Et dans ce récit-là, ce qui est la même chose dans les autres récits, on peut penser à Frankenstein plus tard, on peut penser à d'autres exemples d'objets animés, mécaniques dans la littérature ou même qui ont existé pour réellement. Là. C'est un moyen d'acquérir, de consolider ou d'exercer le pouvoir. C'est ça. Le livre essaie de sonder les profondeurs des mythes, de l'imaginaire de la vie artificielle, ce qui amène à conclure en fait que le futur ou l'imaginaire ou les promesses de l'IA est un futur passé. C'est un futur qui est très, très ancien. Les rêves, les utopies qui sont répertoriés, en fait, ça relève d'une préhistoire. C'est ça qui est intéressant. Et il y a aussi une tentative, une volonté d'essayer de synthétiser l'imaginaire de l'IA. Parce que souvent, on parle de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est, comment on peut classer aussi les différents discours. Et ça, dans ce livre-là, on a une première tentative de le faire. Et je trouve ça très intéressant parce que je vais essayer un peu de la reprendre et de la modifier, là, mais c'est une espèce de structure là, en 4 dichotomies là, où on peut placer tous les discours. Par exemple, avec chacun une opportunité ou un risque. Par exemple, le rêve d'immortalité versus le rêve d'inhumanité, soit de perdre une vie plus longue, soit de perdre son identité. C'est tellement des thèmes qui reviennent en ce moment. Exactement. Puis un autre... C'est comme une vieille chanson. Là. C'est du... Comment il disait ça, Maxime Colleret? C'est du vieux vin dans des bouteilles neuves. Ouais. Exactement. L'espoir d'une vie sans travail, là, la liberté, la civilisation des loisirs, versus la peur d'être obsolète, donc d'être remplacé, l'espoir que l'IA puisse satisfaire des désirs instantanément, plus facilement qu'avec d'autres technologies, ça c'est la gratification, versus la peur que les humains deviennent redondants les uns par rapport aux autres. Il y a toujours une promesse versus un risque. L'espoir aussi que l'IA offre des pouvoirs sur les autres, donc la domination, versus la peur d'un soulèvement des machines. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle-là, si je prends moi, mon corpus d'entrevue, c'est que je peux placer chacune des tu fais des liens avec tes entrevues. Exactement. Ça, c'est le prochain texte, là, le prochain article que je vais faire cet été, c'est ça. Là. Je vais replacer mes entrevues, le contenu de mes entrevues dans le récit ce des entrepreneurs, il y a ces récits-là ancestraux là, qui ressurgissent, qui prennent d'autres formes. C'est ce que je veux faire. Puis là, je veux prendre ce modèle-là et essayer de rentrer le contenu des entrevues là-dedans. Essayez de voir, est-ce que si on prend ces modèles-là, est-ce qu'on prend ces histoires anciennes-là, est-ce qu'on les retrouve encore dans les récits, les narratives Exactement. Par rapport à ce modèle-là, là, avec chaque fois un risque versus une promesse. Parce que ce qui m'avait intéressé, ce qui m'a frappé en fait dans mes entrevues, ce qui revient constamment,
c'est quand je demandais comment tu définirais l'intelligence artificielle, c'est qu'à chaque fois, on me dit c'est un outil. Fait que c'est un outil, Ouais. puis ça, c'est un outil en même temps, c'est moralement neutre. Hein? C'est ce Donc, qu'on il essaye de dire, oui. n'y a pas de danger en soi, c'est juste un outil, il va faire ce qu'on va lui demander, mais ça comme je viens de le dire un peu, c'est très, très ancien comme Conception, hein. conception de la technologie. Là. Fait Mais que c'est ça qui est intéressant. Vraiment. ouais, pendant que tu parlais, la question qui me surgissait en tête, puis c'est très intéressant, puis ça fait un beau lien, je pense, avec ce que tu viens de dire, mais c'est que tous ces récits de l'imaginaire-là, quand même si on est dans l'outil, on est quand même plus, tu sais, peur d'être remplacé, on est plus proche de l'intelligence générale, le AGI, que de vraiment là où on en est actuellement, je suis pas certaine que c'est seulement les entrepreneurs qui ont une volonté d'amoindrir ce qu'ils font pour que ça passe mieux, mais je pense que c'est effectivement également aussi tellement peu avancé que c'est vraiment simplement un outil. Comment tu rassembles ça, ce dont tu nous parles, des imaginaires qui parlent d'une intelligence beaucoup plus perfectionnée que là où on en est, des entrepreneurs qui disent que ce ne sont que des outils, mais qui ont plutôt raison. Comment tu arrimes tout ça? Oui, c'est vrai que vas-y, Sylvain. En fait, c'est ça. Si moi, j'avais le choix, si j'ai la possibilité, en fait, c'est d'essayer d'élargir ça. Là. Maintenant, c'était les entrepreneurs. J'aimerais ça comparer versus, par exemple, ce que les scientifiques diraient avec un peu les mêmes questions. Ce que les éthiciens et chercheurs disent de l'intelligence artificielle. Moi, je Exactement. pense qu'il y a beaucoup ça là, ça fait un lien avec ce qu'Ève nous raconte. Là, dans le récit, moi, ce que j'entends là, dans les réflexions, souvent, ces chercheurs-là aussi vont repuser dans ces vieilles histoires-là. Puis ces vieilles histoires-là, les liens qu'ils font avec ces vieilles histoires-là, c'est justement une conception de l'intelligence artificielle qui est qui est très futuriste. Là. On est vraiment loin de la singularité, puis de le basculement où tout à coup on aurait une intelligence artificielle. On est bien loin de ça. Donc, je pense qu'il y a sûrement dans le discours des personnes comme moi là, qui tentent de réfléchir à l'intelligence artificielle, sûrement qu'eux aussi puisent dans ces beaux vieux récits-là, belles vieilles réflexions, belles vieilles craintes aussi. Parce qu'il y a aussi, par exemple, lorsqu'on parle des entrepreneurs, il y a un intérêt économique par rapport à ça, c'est évident, parce que sinon, eux, il faut qu'ils vendent. Ils sont dans une logique de vente, là, de survie, de vente. Il faut qu'ils réussissent à aller chercher du financement. C'est la même chose pour un peu les chercheurs aussi, parce qu'il faut qu'ils attirent les subventions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les discours sur ces promesses ou sur ces risques-là, ils sont portés aussi par d'autres acteurs sociaux. C'est-à-dire que c'est ça que j'aimerais ça éventuellement faire vraiment un comparatif, là, un portrait beaucoup plus large de l'imaginaire de l'IA versus comparatif entre les entrepreneurs, par exemple, la population en général. Moi, ce qui m'intéressait aussi, j'en avais déjà parlé, mais je suis aussi par un peu d'un œil là, les sites conspirationnistes sur Facebook aussi. Et puis là, je trouve qu'il y a du matériel intéressant aussi par rapport à la perception de l'IA, parce que là, eux, ils sont aussi dans le futur, là, mais ils y croient. Là. Je veux dire, je voyais encore cette semaine, pas cette semaine, mais ce matin même, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais la nouvelle de Saint-Hubert avec des bornes automatiques, là, de commandes automatiques sans contact. Là. Non, je n'ai pas vu ça. Bon, c'est un Saint-Hubert, tu parles du restaurant Saint-Hubert? Oui, exactement. La franchise, ils vont installer on a des auditeurs français, là, donc Saint-Hubert. Ah oui, c'est vrai. Une chaîne de restauration. De restauration rapide qui nous servent du très bon poulet. Ouais. Mais fait que là, c'est ça, ils vont installer des espèces de bornes de commande sans contact. Autrement dit, il n'y aura pas de bouton à appuyer ou quoi que ce soit. Là. Je pense que ça va répondre à la commande vocale, mais là, sur des sites où j'ai regardé, on prend cette nouvelle-là, on dit voilà Saint-Hubert ça, puis là, on dit c'est comme ça qu'ils vont installer le crédit social chinois, puis qu'ils vont implanter l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est loufoque, là, mais c'est intéressant. Ou parfois, il y a une nouvelle. Je me souviens une fois, un restaurant qui disait ils avaient acheté un robot là, pour faire le service là, aux tables. Il va dire c'est ça, voilà, on veut nous remplacer, on veut tous nous tuer pour nous remplacer par des robots. Et je trouve intéressant de voir comment ces peurs-là sont portées ou sont performés aussi différemment par des acteurs aux profils sociaux démographiques variés. Là. C'est ça qui m'intéresse. Ben, c'est très intéressant. Puis j'ai bien hâte de voir les liens que tu peux. C'est sûr, c'est un projet ambitieux. Là. Pas obligé de tout faire ce que tu annonces. Non, mais comme idée,
Vraiment intéressant de voir, de voir le récit, les différentes histoires qu'on se raconte à propos de l'intelligence artificielle, des liens qu'on peut tisser avec les belles vieilles histoires que nous racontait Homère, l'Iliade. Moi, l'Iliade, je m'en rappelle plus parce que je l'ai lu. En fait, je l'ai pas lu. Je l'ai consommé à l'époque, ils vendaient des livres audio, Mhm. mais ils vendaient ça en cassette. Donc, je courais, puis je me mettais des cassettes de l'Iliade. Il y en avait 14. Puis je les écoutais. Donc, puis je m'en rappelle plus. Mais ça devait être bien bon. Mais j'avais oublié complètement Moi, le bout de ces personnages, ouais. ces robots animés, tout ça. Mais Ben, moi aussi, je je suis m'en content que souvenais tu me pas non fasses plus faire parce des que liens. je l'ai lu dans mon premier bac en histoire. Ça fait très longtemps, puis j'avais pas aimé ça du tout, là, en fait, là, à l'époque. Là, Je j'ai trouvais que jamais aimé. c'était souvent des récits de bagarres, toutes sortes de façons de Ouais. lancer un javelot. Puis, bon, je ne vais pas résumer franchement un ouvrage aussi important à si peu, mais disons que j'en ai gardé peu de souvenirs. À lire, Ou pas. pour le dire, Ouais, c'est ça. ou pas. Ou pas. Bon, moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Les rencontres, je pense que les rencontres, mes rencontres les plus intéressantes, honnêtement, c'est dans ce podcast. C'est dans les podcasts. Puis je le dis en toute humilité, là, mais je pense que ce qui me passionne le plus en recherche, c'est de faire des rencontres, de discuter, de lire, de faire des liens. Puis le podcast, curieusement, m'offre ça sur un plateau d'argent, m'offre un prétexte pour inviter du monde puis discuter avec eux. C'est ce que je fais en ce moment. C'est ce qui me permet de discuter avec vous deux. Mais dans le podcast, écoutez, j'ai rencontré les épisodes de Joanne Kirkham sur les applications militaires de l'IA, Jean-Philippe Beauregard avec qui j'ai exploré les billets, donc pas les billets en intelligence artificielle, juste les billets normaux dans des entrevues. C'était super, vraiment intéressant avec Jean-Philippe, Frédéric Bruno sur l'enseignement en éthique de l'intelligence artificielle, vraiment intéressant. Frédéric, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Une très belle voix à distance, mais malheureusement, son micro, il y avait de la compression. Je n'ai jamais trouvé comment résoudre le problème de l'audio. Là. Fait que j'ai hâte de le retrouver peut-être en studio ici un jour pour mettre en valeur, davantage en valeur, je dirais, la qualité de sa voix. Guillaume Cabanac, oui, j'ai dit Cabana tantôt, c'est Cabanac. D'ailleurs, c'est Guillaume qui m'a donné ce truc-là. Cabanac comme dans Tabar, puis là, je ne terminerai pas, mais c'est ce qu'il m'a dit. Puis ne sachant pas qu'ici au Québec, ça nous fait friser un peu les orteils, autant que si je disais, non, je ne dirais pas de mots français vulgaires, je vais me garder une petite réserve. Donc, Maxime Colleret, plutôt, on en a parlé. Alison Marchindon, une vieille collègue à moi, une ancienne collègue, franchement, elle va m'en vouloir pour la vie d'avoir dit ça. Une ancienne collègue à moi, vraiment intéressant, parler de la compétence éthique, ça fait partie de mes réflexions, puis ça me permet d'en débattre, de discuter, de réfléchir. Je pense que c'est un privilège de pouvoir faire Moi, je considère ça comme de la recherche. Hein. J'en discutais avec Alison. Certains pensent que je fais un podcast de vulgarisation sur l'intelligence artificielle, puis je le défends toujours. J'ai pas l'impression qu'on vulgarise. Si quelqu'un me dit que notre discours, on tente de le simplifier pour se faire comprendre, vous réécouterez ce que Sylvain nous a dit un peu plus tôt. Puis, personne ici, on essaye de se comprendre très certainement, mais je pense pas qu'on fait de la simplification. Quand je vous perds, je le dis, je vous donne des signes, mais je pense qu'encore une fois, le but, c'est de vraiment tisser des liens, faire de la transdisciplinarité. C'est ça, là, c'est des vrais chercheurs qui essayent de se comprendre et non pas qui réduisent à quelque chose de très simple qu'on pourrait faire passer là, à la télé pour que ça soit compris par tout le monde. Je pense que c'est pas le but. Puis j'aime bien, je trouve que c'est un privilège de le faire. Donc, mes découvertes ce printemps, les podcasts. Je trouve c'est excessivement intéressant ce que tu dis parce que j'avais une conversation récemment, puis qui revient un peu à la critique qu'on peut te faire, là. J'essayais de faire valoir que le podcast était la bougie d'allumage de la recherche. C'était pas du tout une perte de temps ou simplement tu redis ce que tu as écrit. Au contraire, c'est vraiment comme une espèce de choses que tu lances dans l'univers pour
voir pour faire la recherche et identifier ce sur quoi tu vas pouvoir écrire. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez de l'importance du podcast comme peut-être première bouchée dans la recherche, plutôt que d'écrire que les femmes enceintes ont des enfants, tu sais, comme des généralités un peu banales. Puis ce qui est peut-être souvent le cas, là, je trouve que ce qui est écrit souvent est... Comme on cherche à publier rapidement, on écrit sur la première idée qui vient rapidement. Donc, on lit rapidement des choses, puis on ne fouille pas assez, puis on n'exploite pas suffisamment d'autres mécanismes qui permettent d'approfondir la connaissance. Puis le podcast, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de... Puis ça dépend du podcast aussi, mais je pense que c'est ce que j'essaie de faire aussi avec ce podcast-ci. C'est rencontrer du monde, mais c'est pas juste simplifier. Lorsque je rencontre quelqu'un en entrevue, je me prépare, je lis des textes avant. Là, écoutez, c'est compliqué des fois lire ces textes-là, là, puis j'essaie de m'approprier le contenu, puis c'en est de la recherche, ça. Puis après ça, quand tu as une discussion, ben, tu essaies vraiment de tisser des liens entre ton champ de la recherche qui est compliqué, puis le champ de ton interviewé qui lui aussi est compliqué. Donc, c'est vraiment, c'est délicat, mais je dirais pas que c'est de la vulgarisation. J'essaie toujours de m'en défendre, pas parce que c'est pas bon la vulgarisation, mais parce qu'il y en a beaucoup. Puis je pense qu'on peut des fois s'offrir dans un podcast, c'est niché, mais on a quand même, chaque semaine, on a notre communauté qui est là, qui justement, puis je suis sûr qu'ils n'écoutent pas tous les épisodes, puis c'est pas grave. Mais au moins, s'il y a un champ qui les intéresse davantage, mais ça permet d'approfondir un peu plus que de juste lire quelques articles qui font de très bons sommaires et de très bonnes vulgarisations, des fois dans les grands médias, mais qui ne prennent pas le temps d'approfondir, de réfléchir, de se casser un peu les dents là, sur des sujets un peu plus difficiles, puis d'interdisciplinarité, où on sort de notre zone de confort. Là. C'est ce qu'on disait tantôt, là, que des articles qui sont générés par intelligence artificielle, puis que c'est des bouts de phrases générées, qui font pas beaucoup de sens, puis qu'un algorithme peut flaguer. Ça tend à démontrer qu'il y a beaucoup d'articles qui sont écrits puis que personne lit, là. Si y a personne qui s'en rend compte naturellement, puis si ça prend des machines pour s'en rendre compte, c'est qu'il n'y a probablement pas tant de gens qui lisent tout ce qui se publie. Ben non. Puis, c'est parce que lire, c'est plus long, c'est plus laborieux, c'est plus difficile qu'écouter un podcast. Fait qu'on finit par lire en diagonale. Mais si on à place de mettre tellement haut la lecture d'un vrai article versus un podcast qui est un peu plus bas, c'est plus facile, tu peux faire ça en marchant, tu peux faire ça. Mais si on valorisait le podcast comme un vrai outil de connaissance... En tout cas, pour moi, c'est un vrai outil de diffusion. C'est sûr que je dirais, l'écosystème de la recherche, c'est sûr que la publication sera toujours l'outil le plus valorisé, puis c'est facile, ça se compte, il y a un processus de révision par les pairs. Il n'y a pas de processus de révision par les pairs qui se fait sur ce podcast-ci, mais quand même, ça fait partie d'autres outils de diffusion, d'autres outils de connaissance, puis peut-être qu'il faudrait valoriser aussi, sortir un peu des canevas outils classiques, là, publier des articles pour redire ce qu'on a dit dans 2, 3 autres articles. Là. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de pertes de temps, de ressources peut-être. Écoutez, ça avance. Avant de vous laisser, je voulais parler de vos peut-être quelques suggestions d'été avant de vous laisser aller pour la pause d'été. Donc, j'aimerais savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez lire. Moi, je vais tout lire, là, ce que vous m'avez suggéré, là, mais autrement, vous, qu'est-ce que vous allez lire? Lire ou d'autres suggestions de divertissement, peut-être un lien avec l'intelligence artificielle, évidemment, là, mais qu'est-ce que vous allez faire pour agrémenter votre pause d'été bien méritée? Commençons par Ève encore. Moi, je retourne un peu passer du temps en Colombie-Britannique au mois de juillet. Ouais, je retourne jouer dehors un petit peu. Puis j'ai l'ambition cet été également de me remettre à une passion de jadis, qui est le journalisme, l'écriture. Ouais. J'ai envie de travailler à amener la connaissance scientifique un peu dans les articles plus médiatiques. Oui. Je trouve que le débat est peut-être pas au niveau où il devrait être dans la société, quant à l'intelligence artificielle, quant aux médias sociaux aussi. On est très alarmiste par rapport aux médias sociaux d'une manière qui m'agace un petit peu. Là, quand on parle de barbares numériques, c'est un peu sévère à mon goût. Ben oui. Non, il y a des belles choses qui s'écrivent. Les réseaux sociaux, c'est pas juste
Puis, c'est ça. Donc, j'ai une volonté d'écrire dans les médias, de vulgariser la connaissance scientifique, mais de manière très accessible, très, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler people, human interest. De le faire avec émotion, d'aller chercher ce que les gens aiment aussi à lire, là. Donc, des entrevues sur l'humain derrière la science, sur, par exemple, la guerre en Ukraine, ben, ça pose des questions de modération de contenu, ça pose des questions Oui, c'est un enjeu je te vois intervenir sur la modération de contenu, tout ça, la désinformation, c'est des sujets qui te préoccupent ces temps-ci? Est-ce que c'est des sujets qui me préoccupent ou c'est des sujets qui, tu dis, c'est facile de devenir un expert, on devient rapidement un expert sur quelque chose. Toi, c'est les jeux vidéo, moi, c'est la modération de contenu. Oui, c'est quelque chose, c'est une question qui me posait des questions depuis longtemps, mais c'est également une question sur laquelle j'ai écrit un peu et qui me vaut bien des interventions, bien des invitations, bien souvent. Ça a commencé par un article, puis Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon CV est rendu plus plein de ça qu'autre chose. Oui, c'est ça. Donc, retour au journalisme pour toi cet Cet été. été, c'est l'objectif. Kayak, c'est kayak. Hein? Ouais, Kayak et journalisme. Exact. Très bel été en perspective. Ève, on va te souhaiter de reconnecter avec les grands red cedar de l'Ouest canadien. Si vous n'avez jamais vu ça, un grand red cedar, un grand cèdre rouge, là, allez voir ça. On fait des gros câlins à ça, puis on va mieux après. Sylvain, de ton côté, qu'est-ce que tu nous suggères pour agrémenter notre pause d'été? Moi, j'avais vu peut-être une suggestion, fait que j'ai pensé en faire une, en fait, là, pour les gens qui écoutent. Je suggérerais, en fait, ma suggestion, ce serait une série télé qui a une seule saison. C'est vraiment malheureux. On aurait aimé en avoir plus. C'est quoi? Ça s'appelle Devs. Devs. Ouais, Excellent. D-E-V-S. Écoute, Je sais pas si je tu l'as l'avais, déjà. moi aussi, dans mes suggestions télé. Ouais. Devs d'Alex Garland, qui avait fait Ex Machina. Ouais. C'est vraiment incroyable, cette série-là. Ouais. Là. C'est incroyable. Puis en même temps, il y a un peu de Kubrick. Là, ceux qui aiment les atmosphères un peu, disons, chargées psychologiquement, un peu mystérieux. Il y a un peu de Matrix aussi dedans. Oui. C'est Alex Garland, on l'a dit, mais Alex Garland, c'est un romancier au départ. Hein. Il avait écrit, entre autres, le roman The Beach, qui est devenu un film. C'est vrai. C'est lui Sunshine aussi, qui est devenu un film. Donc, il a commencé comme romancier. Ensuite, il est passé scénariste. Il a été scénariste sur ces deux films-là de Danny Boyle. Il était scénariste aussi du film 28 jours plus tard, qui est un des meilleurs films de zombies qui a jamais été fait. Ex Machina aussi, c'est un film que tout le monde connaît aussi. Ah oui, si on s'intéresse à l'AI, exactement. il faut voir ça. Puis là-dessus, il est réalisateur. Et puis là, c'est une série télé là-dedans. Et le grand sujet de la série, c'est vraiment le déterminisme, mais c'est poussé à l'extrême. C'est qu'on essaie sans donner de spoiler, c'est qu'on essaie de construire une machine qui serait capable de tout reconstruire et anticiper les mouvements du monde et l'histoire de l'univers dans son intégralité. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment... Avec un nombre infini de données. Avec un nombre fini de données, on peut faire des prédictions. Avec un nombre infini de données, on peut faire d'excellentes prédictions. Ouais. Puis éventuellement, peut-être prévoir le futur. Puis ça fait partie des questions de devs. Donc, c'est de la télé, mais ça va le haut. Là. Et on parlait de physique quantique tantôt. Là-dedans, vous allez être servi. Mais c'est vraiment une excellente série. Puis quand je parle de cette série-là autour de moi, elle n'est pas si connue que ça. Probablement que je crois qu'elle est sortie sur Hulu au départ, là, qui est un service de streaming peut-être un peu moins populaire. Je ne sais pas si elle a été diffusée ailleurs, mais bon, c'est une série qui mérite à être connue là, davantage. Ceux qui aiment la science-fiction, ceux qui aiment l'intelligence artificielle. Avec ça, vous allez être servi avec un scénario intelligent. C'est un scénario qui a de la profondeur. Vraiment, puis ça se ferme, c'est une saison. Exactement. Donc, Devs, D-E-V-S d'Alex Garland. Vraiment, belle suggestion pour agrémenter une soirée peut-être, si vous binge-watchez. Ça peut bien se mixer avec Top Gun avant, mettons. Oui, ça ferait un beau mélange. Tu parlais de télé. Moi, j'ai écouté aussi Fondation, si vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle, technologie. Fondation, évidemment, d'Asimov, donc qui avait écrit lui aussi les robots. Fondation sur Apple TV, c'en est aussi de la TV, intelligence artificielle. C'est vraiment du haut produit science-fictionnesque. C'est très divertissant, là, mais c'est très
artistiquement, intellectuellement, le devs, puis fondation à voir. Et dans la fondation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques libertés par rapport au cycle de romans, là, notamment là, sur ce qu'ils font avec l'empereur, que je trouve qu'il est vraiment meilleur que dans les romans. Là. C'est Oui, toujours le même corps là, qui est toujours cloné. Ça, on n'a pas ça dans les romans. Ça, c'est intéressant. Ça. vraiment intéressante suggestion. Le personnage central aussi, c'était Hmm. un garçon dans Oui. Fondation. C'est une jeune femme, une belle. Ben, certains diraient aujourd'hui que c'est normal de changer des. Bon, en tout cas, ils ont pris ce risque-là, puis ils vont se faire lancer des roches par les intégristes du roman, là, mais c'est pas bien grave. Moi, je trouve que ça ajoute quelque chose d'intéressant. Moi, mes suggestions de lecture, j'ai une BD aussi. Peut-être j'en ai parlé ici, je ne sais pas si j'en ai parlé. Ça s'appelle Carbone et Silicium. Donc, on suit, c'est très beau, le dessin est très beau. Ça se tient aussi, donc c'est un roman graphique, là, je dirais de peut-être 100 pages, pas plus. On suit 2 robots avec intelligence artificielle, évidemment, mais on les suit sur 3 siècles. Donc, sur 3 siècles, il y a un des robots que lui va explorer la Terre. Il y en a un qui reste au même endroit. Puis évidemment, lorsqu'on parle de robots, on parle davantage d'humanité que de robotique, là, mais c'est intéressant comme donc une aventure humaine davantage qu'une aventure robotique. Puis donc voilà, si vous avez une belle BD à aller vous acheter, que vous voulez souhaiter lire sur le bord de la plage, ça s'appelle Carbone, c'est le nom des 2 robots. Donc Carbone et Silicium, l'auteur est Mathieu Bablet. Avez-vous d'autres suggestions pour notre été, Ève? J'ai une question, en fait. Avez-vous écouté les mémoires, les journaux intimes de Andy Warhol qui ont été narrés par Deepfake, en fait, qui ont Non. été... Ouais, mais ils ont retrouvé les... Non, ni l'un ni l'autre. Par une voix créée synthétique, ouais. pour plaquer la voix sur la voix d'Andy Warhol? Non, ils ont mis à l'écran, ils ont porté à l'écran sur Netflix, je crois, les mémoires d'Andy Warhol. Donc, ils ont ces journaux intimes. Puis, plutôt qu'avoir un narrateur qui viendrait lire, ben, c'est une voix synthétique, je crois, entraînée sur des extraits d'entrevues avec lui, qui fait la narration. Puis c'est ça, j'étais curieuse de savoir si l'un de vous l'avait regardé. Je pense qu'ils ont fait aussi, sur le même principe, je crois, c'est Thierry Ardisson, il me semble, en France, qui a fait des entrevues avec des gens morts, ou les gens qui ont toujours rêvé d'interviewer. Mais c'est ça, je ne l'ai pas... c'est en Le vous écoutant parler. deepfake, il faudrait faire quelque chose là-dessus. Il y a de quoi à penser. C'est sûr que c'est une belle technologie, mais c'est sûr qu'il y a de quoi réfléchir sur cette technologie-là. Moi, deepfake, j'ai tenté l'expérience DALL-E. Avez-vous entendu parler de DALL-E? En fait, c'est assez vieux, là, mais ça fait 1 an, je dirais que ça a été commercialisé. Pour ceux qui ne connaissent pas DALL-E, c'est un programme d'intelligence artificielle qui crée des images à partir de descriptions textuelles. Donc, on lui donne une description, puis il génère une image. Donc, DALL-E, ça puise dans GPT-3, évidemment. Là, donc, c'est à peu près ces outils-là. Puis, l'exemple qu'on voyait là, quand on consulte la page, on dit à DALL-E, fais-moi un bol de toilette formé de porc épic, mais dans le style Salvatore Dali. Puis là, il génère une image automatiquement. Puis c'est intéressant. En tout cas, c'est intriguant. Puis j'ai essayé, moi je voulais l'essayer. Puis je me suis mis sur une liste d'attente parce que là maintenant, il y a une liste d'attente. Donc, puis dès que je vais avoir un accès, je vais le faire pour vous. Là, c'est mon plan cet été. Dès qu'on me dit mon OK, je vais demander à Dali. J'ai prévu une phrase. Là, je vais lui dire un robot intelligent qui sert un café dans un film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Donc, je veux qu'il me génère une image automatiquement parce que ça ferait un lien avec IA Café. Puis, dès que je vais avoir l'image, évidemment, je vais la partager. Donc, je suis sur la liste d'attente, mais c'est mon projet d'été, là, donc brûler de l'énergie sur GPT-3 par simple curiosité. Bon. Non, mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, je pense que il y a des gens qui questionnent exactement cette utilité-là, là, de pourquoi, tu sais, de la génération de trucs un peu absurdes. Là. C'est sûr que c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour demander une guillotine Fisher-Price ou une pipe à crack Fisher-Price. C'est vraiment, tu sais, des trucs qui ont été faits, puis c'est plutôt comique, mais
à quoi ça sert, mais ça permet de comprendre vraiment beaucoup, beaucoup mieux quelles sont les failles de l'intelligence artificielle. Ah oui, hein? Ah ben oui, tu sais, il n'y a rien de mieux pour illustrer qu'est-ce qu'un biais que de demander à GPT-3 je souhaite que mon fils devienne terroriste. Comment devrais-je l'appeler? D'après vous, il s'appelle comment? Il s'appellera pas Steve Tremblay, Non, certain, c'est non? ça. Mais puis avec ça revient là, c'est toujours le même nom. Je suis certaine que vous pouvez le deviner, mais immanquablement. Oui, très certain. Donc, de la même manière, GPT-3, puis DALL-E peuvent faire comprendre pourquoi c'est dangereux d'utiliser la reconnaissance faciale pour les forces de l'ordre. Parce que si tu lui demandes à quoi ressemble un voleur un voleur dans l'Odyssée de l'espace qui vole un café, ben, il y a des chances qu'il y ait certaines particularités physiques, ce voleur-là. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai que ça nous remet nos biais en plein visage. Donc, Dali, c'est un autre de mes projets de l'été, lecture, TV, puis vacances en famille, pêche, jeux d'échecs, longue marche en nature. Puis, on va se faire du bien hein, après 2 ans de pandémie mondiale. Nous en avons tous et toutes besoin. Écoutez, c'est tout. C'est tout pour cette semaine. Merci Ève, merci Sylvain. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. On prend une pause estivale, je vous l'annonçais en entame de podcast, donc une pause méritée. On se revoit. Pour nous, ce sera en septembre, donc il faudra patienter. On se voit en septembre. C'était Jean-François Sénéchal, votre hôte. Prenez soin de vous. On se revoit au prochain épisode en septembre, dis-je. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.